Et en fait, il existe deux modèles pour avoir des petits-enfants juifs. C'est soit appartenir au monde ultra-orthodoxe, et là, on a une façon de s'en tenir, avoir quelque chose qui tient la route, un modèle pérenne, soit venir habiter en Israël. Et là, on peut être athée, ne jamais mettre les pieds dans une synagogue, et avoir des petits-enfants juifs pour des raisons, parce que l'identité par défaut est l'identité juive. 70% des juifs laïcs aux États-Unis et près de 50% en Europe se marient avec des non-juifs. C'est le résultat d'une nouvelle enquête. Et pour en parler, nous sommes avec Dov Maimon. Dov, bonjour. Oui, bonjour Olivier, bonjour chers auditeurs. Vous êtes directeur de recherche au JPPI, au Jewish People Policy Institute. Et on va parler donc de cette enquête qui n'a été réalisée par un de vos collègues à Londres. C'est ça, un collègue qui est à Londres, qui est du JPR, Daniel Stesky, qui a habité en Israël, qui a travaillé au Centre de statistique israélien, mais qui aujourd'hui est délocalisé à Londres. Il travaille pour le JPR, en effet. Donc il a voulu vérifier un peu quelle était la situation des mariages mixtes aux États-Unis et en Europe. Donc on va parler de ces résultats dans un instant. Mais ce que je voudrais vous demander d'abord, Dov, c'est d'abord la méthodologie, c'est-à-dire comment on vérifie le nombre de mariages non-juifs, avec des non-juifs dans la communauté juive. En effet, c'est une des grandes questions qui est fondamentale pour comprendre comment on travaille. En fait, en Israël, c'est très simple, c'est marqué au ministère des Affaires publiques, au ministère de l'Intérieur, donc on sait combien de personnes se marient avec des non-juifs. Et à part ça, en Israël, même si on a 5% de mariages mixtes, mais en fait, c'est avec des gens qui sont pas halachiquement juifs, mais qui ont un effet justement d'engagement, c'est-à-dire que même ceux qui se marient avec des gens qui sont pas halachiquement juifs, leurs enfants sont quand même juifs, alors qu'à l'étranger, évidemment, c'est un phénomène centrifuge. Mais non, aux États-Unis, on a des statistiques qui sont assez bonnes, qui sont faites par le Pew Research Institute, qui nous disent des questions où on pose aux gens. Évidemment, les gens, c'est une autodéfinition qui se considèrent comme juifs. Et en Europe, ce qui a été utilisé, c'est une recherche qui a été faite en 2013, en 2018 par l'Union européenne, qui a posé des questions, mais la méthodologie, c'était que les gens eux-mêmes se répondaient, c'est-à-dire que c'était diffusé par les médias juifs, les médias internet juifs, et ceux qui sont inscrits, évidemment, sont que les juifs communautaires ou communautarisés, d'une manière ou d'une autre, qui s'intéressent aux faits juifs. Donc qui étaient proches de la communauté. Les moins proches de la communauté n'ont pas répondu, donc ces chiffres doivent être corrigés en fonction de cela. Par exemple, pour la France, on a donc 31% des gens qui ont répondu qui sont en mariage mixte, qui sont en couple mixte, mais en fait, ça a été agrandi à 50% parce que tout à coup, en vérité, c'est ça dont on parle. C'est-à-dire que si on considère que plus de 50% des juifs ne sont pas communautarisés, alors évidemment, il faut agrandir ces chiffres pour avoir un chiffre plus crédible. Voilà. Alors, quels sont un peu les résultats? Vous nous avez parlé de la France et pour les États-Unis, le chiffre est encore plus important. Voilà. Alors, si on parlait de quels sont les pays où il y a le plus de mariage mixte, c'est les pays scandinaves et la Pologne et la Russie, où là-bas, après de nombreuses années de pays très très sécularisés, donc très très peu d'identification et de communautarisation juive. Donc, c'est les deux phénomènes qui font que quelqu'un est juif. C'est la culturation et la socialisation juive, le fait qu'il est dans une communauté. Sinon, on peut pas rester juif seul. Dernier des Mohicans, juif, on reste pas. Donc États-Unis et les pays scandinaves et la Russie, on est à 75% de mariage mixte parmi la jeunesse. Et puis et les pays qui sont les moins, évidemment en Israël c'est très rare, les gens ont du mal pour des raisons simplement on rencontre moins de gens qui sont pas juifs, et puis ensuite le fait juif est plus présent, mais les communautés où le taux de mariage mixte baisse, c'est la France et l'Angleterre, donc les deux plus grosses communautés d'Europe, à part ça la Belgique où c'est très bas à 20%, mais voilà, donc on a des pays où quand même les choses existent et on est quand même confiant. Ça veut dire le plus important, peut-être que c'est ça ce que je voudrais vous dire, c'est que le mariage mixte n'est plus une menace pour la survie juive aujourd'hui.
Voilà. Alors, De génération en pourquoi. génération, dans les années 30 ou avant la Shoah ou même après la Shoah, on voyait que le mariage mixte était une catastrophe. On voyait que ça pouvait mettre fin à toute l'aventure juive de 4000 ans d'histoire. Aujourd'hui, c'est plus vrai parce qu'il y a en parallèle un phénomène de recentralisation, de rejudaïsation par les ultra-orthodoxes qui ont beaucoup d'enfants alors que les autres ont moins d'enfants. Donc en fait, les taux sont stabilisés et aux États-Unis et en Europe. Chacun à son niveau. Aux États-Unis, autour de 70%, en Europe, autour de 30-40%. Ils sont stabilisés parce qu'ils sont compensés par les ultra-orthodoxes. Maintenant, comme vous l'avez dit en exergue, si on enlève les orthodoxes et ultra-orthodoxes, c'est parmi les juifs plus laïcs, alors chez eux, évidemment, les taux continuent à augmenter et alors malheureusement, ils se désolidarisent du peuple juif. Cela veut dire qu'on va vers une communauté ou des communautés aux États-Unis, en France et en Europe plus généralement, des communautés qui vont être dans les années à venir plus orthodoxes? Aux États-Unis, étant donné que le taux de fertilité des femmes juives est de 1,1%, les gens se marient très tard et beaucoup de mariages mixtes. Donc, on se retrouve le monde ultra-orthodoxe double tous les 15 ans. Ils étaient 4% en 1980, ils sont déjà à 13%, comme en Israël, et d'ici 2050, oui, on aura 30 ou 40% de juifs orthodoxes et ultra-orthodoxes aux États-Unis, donc on aura des juifs rarédits. En fait, il existe deux modèles pour avoir des petits-enfants juifs, c'est soit appartenir au monde ultra-orthodoxe, et là on a une façon de s'en tenir, avoir quelque chose qui tient la route, un modèle pérenne, soit venir habiter en Israël, et là on peut être athée, ne jamais mettre les pieds dans une synagogue, et avoir des petits-enfants juifs pour des raisons, parce que l'identité par défaut est l'identité juive. Alors justement, c'est les deux modèles qu'on connaît, les conclusions les plus importantes à tenir, qu'on savait déjà. Le travail de Daniel Steski a été de mettre tout ça dans un même tableau, et je vous invite vraiment à lire son travail, où il dit des choses qu'on savait déjà, mais il a essayé de montrer qu'est-ce que le plus grand danger, c'est le taux de fertilité bas, c'est-à-dire le fait de fécondité bas des femmes juives, parce que si même dans un mariage mixte, donc on a 50% des femmes quand une femme se marie avec un non-juif, les enfants sont quand même d'après la façon juive. Donc, et parmi eux, 80% se revendiquent juifs et 20% sont complètement perdus. Ouais. Alors après, parmi les enfants de mariage mixte, 80% en général se marient avec des non-juifs. Donc on a une déperdition à ce niveau-là. Mais si on dépasse le côté halakhique, et qu'est-ce que ces gens-là ont encore un lien ténu avec leur judaïté, avec leur identité ou avec la communauté, alors on peut penser que ça peut aussi être une solution. C'est-à-dire que le mariage mixte peut être considéré non pas comme un juif en moins, mais comme un juif en plus. Ouais. Ça veut dire qu'on a des gens en plus qui vont s'agréger au peuple juif et qui s'intéresseront aux faits juifs, qui défendront Israël, le peuple juif, etc. C'est toujours à double tranchant quand même. C'est pas complètement de dire mariage mixte c'est la fin. Non, c'est pas la fin. Le lien reste encore fort. On voit beaucoup de gens qui sont derrière petits-enfants de parents juifs qui redécouvrent leur identité. On a un phénomène qui est nouveau. Il n'y avait pas la queue pour avoir une étoile jaune en 42. Aujourd'hui, il y a quand même la queue et des millions de personnes à travers le monde qui veulent rentrer dans le peuple juif. Donc, il se passe un phénomène très intéressant à suivre, oui. Alors, est-ce que justement, pour terminer, Dov, est-ce que, je ne sais pas si vous avez communiqué cette enquête à des responsables, à des ministres du gouvernement pour peut-être que eux aussi ils agissent de leur côté? L'État d'Israël peut intervenir, intervient en permanence. Le ministère de la Diaspora investit des sommes astronomiques, des centaines de millions de dollars pour essayer de renforcer l'identité juive à travers le monde. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ce sujet du mariage mixte est un sujet délicat, sensible, non politiquement correct, parce que tous les chefs des organisations ont des enfants ou des petits-enfants qui sont déjà pas juifs. Et donc on est dans une situation difficile. Le président Herzog, quand il est devenu, juste quand il est rentré en poste en président de l'agence juive, avait dit le mariage mixte est la plaie du peuple juif. Ouais. Il s'est fait taper sur les doigts, il était obligé de demander pardon. Le ministre Pérez, qui a dit que c'était une seconde Shoah, a été obligé de demander pardon pour ce qu'il avait dit, puisque tout à coup, tous nos partenaires américains, tous les juifs américains ont des enfants qui sont mariés avec des non-juifs. Donc il fallait leur dire non, vous pouvez continuer à rester juifs à votre manière, et on préfère que ces gens-là se considèrent juifs, même si que leur lien avec le
Jérusalem est très faible, et même si mais qui continue à soutenir le peuple juif, à soutenir l'État d'Israël. Mais finalement, on se rend bien compte, l'intuition générale de dire que le mariage mixte, ce n'est pas la cause, mais c'est la conséquence d'une désidentification, d'un manque d'identité, un manque de communauté. Donc oui, l'État d'Israël intervient à son niveau. Mais les phénomènes sont beaucoup plus forts que ça. En fait, on va vers deux grands pôles du judaïsme, les juifs ultra-orthodoxes et l'État d'Israël. Très bien. En tout cas, merci pour ces explications. Et les résultats de cette enquête sont, on peut les lire sur votre site du JPPI. Oui, mais mettez-le en ligne sur votre lien Kalita. Je vous envoyais le lien. Mettez-le en commentaire. Et voilà, vous pourrez voir en commentaire de cette interview. Et puis oui, vous mettez sur l'intermarriage, voilà. Merci beaucoup. Sur JPR de Londres, vous allez trouver le site. On va mettre quelque chose où je vais publier moi-même en hébreu dans différents articles, dans différents journaux israéliens. Donc on va avoir aussi un lien probablement sur notre site. Très bien, merci beaucoup. Cette étude qui est nouvelle et qui nous apporte que on n'est plus en danger d'extinction du peuple juif à cause de cela, en tout cas. Le peuple juif a regagné pas mal de choses et on est dans une meilleure situation qu'on était il y a 80 ans, sans aucun doute. C'est la grande conclusion donc de cette enquête. Merci Dov Maimon d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualité. Merci et bonne semaine. Bonjour. Bonne semaine.